Jusqu'à présent, notre application stocke les informations dans une liste. Et lorsque nous redémarrons l'application, les informations se perdent. Maintenant, ce que nous allons faire dans cette vidéo, c'est de voir comment est-ce que nous pouvons enregistrer ces données-là dans une base de données et ensuite les charger pour les afficher sur l'écran et aussi nous permettre de saisir. Et si nous cliquons sur ajouter, on ajoute ça dans la base de données. Si on clique sur supprimer, on supprime cette information de la base de données. Si on modifie aussi de la base de données. Donc quand on redémarre encore l'application, qu'on puisse voir ces informations-là. Alors ici, nous allons d'abord commencer par créer la base de données sur MySQL. Donc rassurez-vous que la base de données est créée, le script c'est là. Je vais vous enregistrer ça dans les dossiers, dans un dossier que je vais vous donner, que je vais vous copier. Il y aura un fichier que je vais appeler base de données qui contient les requêtes SQL de la création de votre base de données. Alors si vous exécutez ceci, vous avez ici la base de données et la table et les tables. Dans les tables, nous avons la table étudiant. Et si nous déroulons, nous pouvons voir l'ensemble des propriétés que nous pouvons avoir sur les étudiants. Alors je fais un clic droit pour voir les données que j'ai déjà saisies ici. Voilà, il y a déjà 3 informations que j'ai saisies. Alors ce que maintenant je veux, c'est d'afficher ces informations ici sur mon formulaire à partir de Java. Alors je vais ici. Maintenant, alors le code source du formulaire ne va pas changer. Rien ne va changer derrière sur le code source. Mais ce que nous allons changer, c'est la partie app service ou service app ici. Donc là où il y a les fonctions métiers. C'est ici que nous allons changer. Alors ce que nous changeons en premier, c'est que nous ajoutons, nous déclarons d'abord une propriété de connection, de type connection, que j'appelle con. Une propriété de type statement, que j'appelle statement, STMT. Et une propriété prepared statement, que j'appelle requête param. Ensuite, il y a la liste des étudiants que nous avions déjà créée sur la précédente version de cette application. Et ensuite, ce que nous avons ajouté, c'est un constructeur. On ajoute un constructeur à la classe service app. Et on a dit un constructeur doit avoir les mêmes noms que la classe. Un constructeur ne peut pas avoir des valeurs, des types de valeurs à retourner parce qu'il ne retourne rien. Et un constructeur doit être public. Alors dans ce constructeur, qu'est-ce que nous faisons? Nous initialisons la connexion. Donc nous chargeons d'abord les pilotes avec l'instruction class.forName pour que nous puissions charger les pilotes de base de données. Et ici, nous allons utiliser les pilotes de base de données MySQL. Ici, nous utilisons les pilotes de base de données MySQL. Et si vous voulez connaître les pilotes de base de données, vous devez d'abord aller dans Service et vous rassurer que ces pilotes-là est bien installés sur votre machine. Et pour prendre le nom du pilote, je vais faire un clic droit. Par exemple, ici chez moi, j'ai les pilotes SQL Server, j'ai les pilotes MySQL, j'ai les pilotes Oracle, j'ai les pilotes PostgreSQL. Alors si je vais voir quel est le nom du pilote, je fais clic droit sur le nom du pilote qui est affiché ici, du driver. Ici, je fais clic droit et je vais sur Customize. Et ici, je sais voir le nom du pilote. Donc je prends ça. Donc, vous prenez ça et vous allez les coller là-bas. Vous collez ça ici. Parce que les pilotes ont évolué. Avant les pilotes du SGBD MySQL, on pouvait se limiter ici. On pouvait faire ça comme .mysql.jdbc.driver. Mais déjà, avec la version 8 de MySQL, on change les pilotes. Il est devenu, donc on doit faire maintenant comme .mysql.cj.jdbc.driver. Voilà. Et ensuite, maintenant, je dois établir la connexion à ma base de données en utilisant la méthode getConnection qui est implémentée sur la classe DriverManager. Et je vais affecter cela à ma propriété compte que j'ai créée ici. Et qu'est-ce que je mets comme chaîne de connexion? Je commence par appeler mon driver. Donc, le driver, c'est jdbc 2.mysql pour dire que je m'adresse au serveur MySQL. Ici, je mets les noms du serveur. Quand je dis localhost, c'est-à-dire que la base de données est sur la machine sur laquelle je travaille. Si le serveur est sur une autre machine, je vais mettre l'adresse IP de cette machine-là ici. Et là, je fournis les noms de la base de données. Ici, nous utilisons la base de données gestion étudiant qui est là, qui est créée ici, gestion étudiant.
Voilà. Et ensuite, nous devons définir. Ensuite, nous spécifions les fuseaux horaires. Ce n'est pas obligatoire, mais avec les récentes versions, il complique un peu à ce niveau ici. Il nous oblige de spécifier les fuseaux horaires utilisés par MySQL. Et les fuseaux par défaut que MySQL utilise, c'est les UTC. Donc, si vous dites server time zone égale UTC, et ça va vous épargner de certaines difficultés. Et virgule, je donne le nom d'utilisateur. Ici, j'utilise l'utilisateur root. Si votre utilisateur s'appelle Boris, vous allez écrire ici Boris. Vous écrivez Boris. Si et seulement si Boris existe dans votre base de données. Ici, je vais utiliser l'utilisateur root. Et là, j'ai fourni son mot de passe. Ici, le mot de passe que j'ai mis, c'est BK avec 6.0. C'est le mot de passe de mon serveur. Et ensuite, j'initialise maintenant mon statement que j'ai créé ici. J'ai fait con qui est là, qui contient la connexion que j'ai créée à la base de données. Et j'ai fait con.createStatement. Voilà. Donc là, j'ai maintenant un statement dans STMT. On a dit un statement, c'est l'objet qui contient l'état de la base de données. C'est-à-dire, cet objet, à partir de cet objet, nous pouvons connaître combien de tables nous avons dans la base de données, quels sont les noms des tables, quelles sont les informations qui sont dans les différentes tables, quelles sont les différentes relations qu'il y a entre les différentes tables. C'est ce qui va constituer ce qu'on appelle l'état d'une base de données, c'est-à-dire l'état d'une connexion, c'est-à-dire que les informations sur la connexion. Donc ici, la connexion, pour nous, nous savons que c'est les serveurs lui-même, les noms de la base de données, l'utilisateur, son mot de passe. En plus de cela, nous avons les tables qui sont dans cette base de données-là, les informations qui sont stockées là-dedans. Tout cela constitue l'état. Et donc, à partir maintenant de cet objet ici, je peux effectuer tous les CRUD. Donc, je peux supprimer, je peux insérer, je peux sélectionner, je peux modifier. Voilà. Donc, ça, c'est les constructeurs de la classe. Donc, chaque fois qu'on va appeler, qu'on va créer un objet de la classe service app, tout ceci, donc toutes ces propriétés ici, les deux propriétés seront initialisées et nous ne pouvons que appeler maintenant les différentes méthodes pour effectuer les opérations sur la base de données. Alors, première opération, c'est les boutons ajouter. Voilà, nous avons modifié la fonction ajouter qui est sur service app, la fonction ajouter étudiant. Alors, les paramètres, on l'a laissé, c'est toujours paramètre étudiant et. Alors ici, les instructions vont changer. Voilà. Alors, je crée ici une instruction. Je dis, voilà, la requête qu'il faut effectuer est là. Je dis insert into étudiant. Je précise les différents paramètres. Je dois fournir l'ID, les noms, les genres, la date de naissance, l'adresse, les téléphones. Value, je mets maintenant des points d'interrogation partout. Ça s'appelle des requêtes, en fait, des commandes qui sont paramétrées. Les points d'interrogation représentent les différents paramètres. Et ces paramètres seront arrangés selon les autres paramètres que j'ai fournis ici. Donc, le premier point d'interrogation, ça va représenter la valeur qui sera sur le premier point d'interrogation, c'est l'ID. Le deuxième, ça sera les noms. Et là, ça sera les genres. Ici, ça sera la date de naissance. Ici, ça sera l'adresse. Et là, ça sera les téléphones. Donc, ce qui va faire que nous aurons besoin de combien de paramètres? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 paramètres à fournir. Ensuite, j'ai dit requête param. Requête param, c'est un objet que j'ai créé à partir de prepared statement. Requête param qui est là. Maintenant, je l'appelle, je dis requête param égale à con. Con qui représente la connexion. La connexion que nous avons créée ici. L'objet est créé là-bas et l'objet a été initialisé ici. Maintenant, j'ai dit requête param égale con.prepared statement et je mets la requête SQL entre parenthèses. Donc là, il prépare la requête à exécuter. Or, cette requête a été incomplète. Il y a des données qui manquent. Donc, les valeurs manquent dans cette requête. Maintenant, nous devons préciser chaque valeur selon la position du paramètre. Par exemple, ici, j'ai dit, le premier paramètre, j'ai dit setInt parce que ça doit être un entier. Un ID, c'est un entier. Selon la base de données, ici, dans la base de données, regardez, quand je sélectionne ici, on me dit c'est int. C'est un entier.
Alors, donc, j'ai dit le premier paramètre qui est un matricule et qui doit être un entier. J'ai dit param.setInt. J'ai spécifié les numéros du paramètre. Ici, la position du paramètre, c'est la position 1. Et ici, je prends les matricules. Maintenant, ici, dans la classe, on a déclaré les matricules comme une chaîne de caractères. Dans la base de données, les matricules est un entier. Alors, je dois convertir en se servant du convertisseur des entiers. Donc, j'écris integer.parseInt, entre parenthèses. Je récupère maintenant les matricules à partir de l'objet head qu'on a passé en paramètre ici. Donc, je prends head.getMatricule, je récupère les matricules, point virgule. Le deuxième paramètre également, je le récupère, c'est une chaîne de caractères. J'ai dit setString. La position du paramètre, c'est la deuxième. J'ai dit 2. Et puis, qu'est-ce que je dois prendre là-bas, c'est les noms. Parce qu'ici, j'ai précisé, après, là, il dit, c'est les noms. Je récupère les noms. Et là, je récupère les genres, la troisième position. Donc, sur les troisième paramètres. Et là, je récupère la date. Alors, ici, j'utilise object. Pourquoi? Parce qu'une date est un objet. Une date est un objet. Et si je dis get.getDate, je dis la position 4, c'est ici parce que j'ai dit que la date doit venir après les genres. Donc là, il va convertir cette date-là en objet et il va l'enregistrer. Et je récupère l'adresse à la position 5. Je récupère aussi les téléphones. Ensuite, ce qui me reste maintenant, c'est d'appliquer, donc d'exécuter la requête ici. D'exécuter maintenant ma requête parce qu'ici, j'ai préparé la requête. Là, j'ai préparé la requête. Et ensuite, ici, j'ai fourni les paramètres ou les valeurs qui ont manqué dans cette requête. Et ensuite, maintenant, ce qui me reste, c'est de l'exécuter sur la base de données. Et j'exécute avec la commande execute update. Donc, je vais l'appeler à partir de l'objet param. J'ai dit requête.execute update. Et ça va exécuter cet update sur la base des données. Voilà. Et j'ai mis ça entre 3 et catch pour prévenir les erreurs. Donc ici, par exemple, s'il y a erreur ici, s'il y a erreur à l'exécution de ces instructions ici, il va m'afficher ça dans une boîte de dialogue. J'ai fait joptionpan.show confirm dialog, show confirm dialog pour qu'il puisse m'afficher une boîte de dialogue. Et le message qu'il va afficher, c'est le message qu'il va mettre là-bas. Donc, le contenu de la requête, plutôt le contenu de l'exception, il va l'afficher ici. Le titre de la boîte de dialogue, ça sera erreur. Et nous pouvons avoir un bouton OK pour accepter et continuer l'exécution de l'application. Comme ça, je suis sûr que l'application ne peut pas planter. OK? Voilà. Alors, la fonction suivante, c'est la fonction qui retourne la liste des étudiants. Donc, comment nous allons récupérer les étudiants qui sont dans la base des données? Alors, les instructions sont simples. Premièrement, nous avons créé au-dessus ici, remarquez que nous avons créé une liste. Ici, nous avons créé une liste d'étudiants. Donc, les informations que nous allons récupérer dans la base des données, nous n'allons pas directement les passer à notre formulaire. Nous allons les mettre d'abord dans la liste. Et ensuite, nous allons envoyer la liste au formulaire pour qu'elle soit affichée. Alors ici, on a bien dit dès la première vidéo que la fonction liste étudiant retourne une liste d'étudiants. Okay? Alors, ici, je commence par nettoyer la liste d'étudiants que j'ai créée, que j'ai initialisée ici. La liste d'étudiants ici, pour me rassurer qu'il a nettoyé afin de ne pas créer des doublons. Je la nettoie avec la fonction clear qui permet de nettoyer une liste. Et là, j'ai créé un result set. Le result set, c'est la classe qui nous permet de récupérer les résultats d'une requête à la base des données. J'ai dit result set res qui est un objet de type de result set que je suis en train de déclarer, égale statement stm qui représente l'objet statement.execute query. Et je mets entre parenthèses la requête que je vais effectuer. Parce que là, je vais consulter la liste des étudiants dans la base de données. Et la requête à faire, c'est select from étudiant. C'est la requête ici qu'il doit exécuter sur ma base de données. Alors, dès qu'il exécute cette requête, il doit retourner un jeu de résultats. Ce jeu-là sera affecté dans res. Je vais maintenant parcourir la liste des résultats en créant des objets de type étudiant et en les ajoutant à la liste des étudiants. Donc, j'utilise la fonction next sur res pour parcourir tous les éléments. Et pour chaque élément, je récupère sa valeur. On récupère la valeur de chaque colonne avec les get.
Donc si j'ai fait getString et ici entre parenthèses je mets le nom de la colonne, il récupère la valeur qui est sous la colonne et il la convertit en chaîne de caractères afin de l'affecter dans votre propriété. Donc ici je crée un objet étudiant à partir des informations contenues sur la ligne. Par exemple, ici, c'était pour récupérer la date. J'utilise getDate. Si c'est un entier, vous allez faire getInt. Si c'est une date, on fait getDate. Si c'est un double, tu peux faire getDouble. Si c'est un float, getFloat. Et je récupère ces informations pour créer avec mon objet de type étudiant. Voilà. Et ensuite, j'ajoute maintenant cet étudiant à ma liste. Et je préviens aussi que s'il y a une erreur ici, qu'on m'affiche une boîte de dialogue. Voilà, ça c'était pour la fonction liste étudiant qui nous permet de récupérer la liste des étudiants. Je descends. Nous avons la fonction rechercher qui va nous permettre de rechercher un étudiant à partir des matricules passées en paramètres. Ça ne va pas changer. On va faire la recherche sous la liste. Ça ne va pas changer. Donc, on garde les mêmes instructions qui est sur le projet précédent. Je descends. Les boutons supprimer. Voilà. Les boutons supprimer. On doit supprimer un élément qu'on a avec, pour lequel les matricules correspondent à celui qu'on a passé en paramètre. Et ici, qu'est-ce que je fais? Je crée d'abord un étudiant. Okay. Je crée un étudiant, un objet de type étudiant. Donc, étudiant est égal rechercher étudiant. Et je lui passe les matricules. Donc, j'appelle cette fonction. J'appelle la fonction rechercher pour trouver l'étudiant en question qu'on veut supprimer. On le récupère et on l'affecte dans et. Et ensuite, maintenant, je crée une requête SQL me permettant de supprimer cet élément-là par matricule. Je fais string SQL. SQL est une variable que je déclare. Égale delete from étudiant where id égale, et je mets ici une concaténation pour mettre les matricules. Ok, les matricules c'est lesquels? C'est soit on prend directement celui-ci, on les met là-bas, soit on peut d'abord rechercher. Voilà, donc ici je mets les matricules ici. D'ailleurs on devait se rassurer d'abord qu'on a trouvé un étudiant ici. Donc je dois faire if voilà, je mets les deux instructions là-bas. Voilà, et ici j'ai dit si est différent de nul. Alors si est différent de nul, on va maintenant exécuter cette requête là. Donc on crée la requête, et ensuite on fait statement.execute update. Execute update nous permet d'aller modifier la base de données. Alors si j'ai fait execute update, je lui passe la requête SQL, il va l'exécuter. Maintenant ici c'est quand est différent de nul. Alors si est différent et est égal à nul, donc si la recherche ici n'a trouvé aucun élément, alors il faut qu'on affiche une boîte de dialogue qui dit voilà, on n'a trouvé aucune information ou aucun élément correspondant à votre matricule que vous avez fourni. Alors je vais mettre cette boîte de dialogue là. Comme ça, si on saisit une mauvaise information, alors le message ici, ça sera un étudiant introuvable. Étudiant introuvable, par exemple. Donc, si vous essayez de supprimer un étudiant qui n'existe pas, il va vous afficher un message qui vous dit on n'a pas retrouvé cet étudiant-là. Voilà. Alors, je descends maintenant sur la fonction modifier. Alors, sur la fonction modifier, on laisse les mêmes paramètres. Donc, on va passer tous les paramètres. Et puis, nous allons maintenant récupérer ces informations-là pour aller modifier dans la base de données. Nous commençons par créer une requête. Nous disons update étudiant set non égal. Nous mettons les paramètres, donc les points d'interrogation. Les noms égal, les noms que je vais passer en paramètre. Les genres sera égal celui-là. La date, l'adresse, le téléphone, where, ID égale, ça sera aussi un paramètre. Donc ID, ça sera le 6e paramètre, parce qu'ici, les premiers paramètres, c'est les noms, les deuxièmes, c'est les genres, le troisième, c'est la date de naissance, et puis nous avons l'adresse, et puis il y a le téléphone, et en plus, nous avons l'ID, qui est le 6e paramètre. Alors nous commençons ici, nous disons requête param égale
Con.prepare statement, nous mettons la requête SQL entre parenthèses. Et ensuite, nous commençons maintenant à donner des valeurs, comme on l'a fait sur la création ou l'ajout d'un étudiant plus haut ici. Voilà, comme on l'a fait ici. Donc, nous allons maintenant procéder par numéro des paramètres et nous affectons une valeur. Par exemple, ici, nous disons, au premier paramètre, c'est les noms. Donc, les noms qu'on a passés en paramètre ici. Nous les mettons ici. OK? Et c'est la position 1 du paramètre. OK? Deuxième paramètre, nous allons mettre les genres. C'est le genre qui est là. La date, ça sera troisième paramètre. Nous mettons là-bas. Et c'est un objet. C'est un objet de type date. Et ainsi de suite. Maintenant, ici, le numéro ou l'ID, ou encore les matricules de l'étudiant, il est passé en dernier paramètre. Donc, c'est le sixième paramètre. Nous disons sixième paramètre, c'est un entier. Nous disons integer.parseInt. Nous convertissons pour qu'il puisse insérer cet entier-là. Parce qu'ici, on a dit déjà set int. Voilà. Et ensuite, nous devons maintenant exécuter la requête. La requête pour que la modification soit appliquée sur la base de données. Et nous faisons var res égale requête param.execute update. OK? Et cela nous permet d'aller appliquer cette modification-là. Alors, la méthode execute update, contrairement à la méthode execute query, la méthode execute query retourne une liste d'objets, tandis que la méthode execute update retourne un entier. C'est soit 0, soit 1. 0, c'est-à-dire que la requête a échoué. La requête a échoué. Et 1, c'est-à-dire que la requête a été effectuée avec succès. Par exemple, dans le cas d'une modification, si la requête échoue, c'est-à-dire qu'on n'a pas retrouvé l'élément à modifier. Donc cette information-là n'existait pas. On n'a pas retrouvé l'élément à modifier. OK? Mais s'il retourne 1, c'est-à-dire qu'il a appliqué la modification dans la base de données. C'est ainsi que nous prévoyons ici que si les résultats, donc reste, si le résultat qui exécute update renvoi est égal à 0, nous devons avertir l'utilisateur que la modification n'a pas été appliquée. C'est-à-dire qu'on n'a pas retrouvé un étudiant ayant ses matricules. On affiche ça dans une boîte de dialogue. Et s'il y a une erreur dans l'exécution de ces instructions ici, on doit encore afficher une boîte de dialogue qui peut nous donner les détails de cette erreur-là. Et voilà les instructions que nous avons ici. Les codes du formulaire sont là. Voilà. Donc, formulaire. Le formulaire est là. Je vais sur le code source. Qu'est-ce qu'il y a eu comme modification? Presque rien. Il n'y a pas de modification. Sauf que maintenant, cette fois-ci, dans les constructeurs du formulaire, OK, dans les constructeurs du formulaire, après avoir initialisé service app, il faut actualiser la grille pour qu'il charge directement les données de la base de données et les afficher au lancement de l'application. Donc, j'appelle cette fonction ici à partir de là et elle va afficher les informations de la base de données dans la grille. Sinon, sur les boutons ajouter, c'est les mêmes instructions qui étaient sur les projets précédents. Sur le bouton supprimer, les mêmes instructions aussi. Sur le bouton déclic sur la grille, ici, sur l'événement de clic sur la grille, c'est les mêmes informations. Sur le bouton modifier, ce sont les mêmes instructions aussi. Donc, les mêmes instructions. Voilà, donc tout ce qui a changé sur notre formulaire, c'est seulement l'appel de la fonction actualisée dans les constructeurs du formulaire. Exécuter l'application. Voilà, nous avons une difficulté qui se pose, c'est sur l'initialisation de la classe service app. On nous dit ici java.lang.class not found. Et on nous dit ce qui n'est pas retrouvé, c'est les com.mysql.gc.jdbc. Alors nous avons eu cette boîte de dialogue parce que nous avons prévu cela. C'est parce que nous avons mis ici, regardez, la boîte de dialogue qui venait d'être affichée, c'est ici. Elle est là. Elle nous a montré l'erreur. Voilà l'avantage de gérer les exceptions. Sinon, on devait avoir dans la console beaucoup de messages. Alors, d'où viennent ces messages?
Le message qui a été affiché nous dit qu'on n'a pas retrouvé ces drivers. Et c'est normal de ne pas les retrouver parce que nous n'avons pas inclus les jars. Nous n'avons pas inclus les jars, les fichiers .jar qui représentent ces pilotes ici dans notre librairie. Donc il faut d'abord chercher les jars de MySQL. Vous vous connectez sur Internet, vous cherchez les jars, donc les fichiers .jar, donc une bibliothèque, et vous l'incluez dans votre projet afin qu'il puisse être en mesure de décharger pour vous votre pilote. Et pour le faire, nous allons faire un clic droit ici. Donc j'ai déjà téléchargé ça pour vous. Je vais vous le passer dans un dossier. Je vais vous le passer. Alors j'ai un dossier dans un fichier que je vais vous passer. Je vais compresser ceci. Donc vous allez voir un dossier. Donc dans les dossiers contenant la vidéo ici, il y aura un dossier appelé Database Driver. Et si vous l'ouvrez, vous avez MySQL et SQL Server. Ça, c'est le driver MySQL qui est ici. Alors vous devez charger tout ceci dans votre projet. Et pour le faire, je rentre dans NetBeans. Je fais clic droit sur librairie. Et je vais sur Add Jar File. OK. Je vais là. Et je veux le chercher. Je l'ai mis dans téléchargement. Voilà, dans téléchargement, c'est ici. Et puis dans Database Driver. Et puis je prends MySQL. Et c'est les deux ici. Donc vous sélectionnez les deux. Voilà. Et puis vous allez sur Open. Vous allez voir que ça va apparaître ici. OK. Ça apparaît là. Là, maintenant, je peux exécuter. Ici, j'ai les fichiers ici que j'ai, c'est pour MySQL 8.3.13. Donc, si vous avez une version, ça dépend de la version de MySQL que vous avez. Si vous utilisez la version MySQL 5, vous devez télécharger aussi les genres pour MySQL 5. Sinon, celui-ci est compatible avec la version de MySQL que j'ai sur ma machine. Et cela dépend aussi de votre JDK. Comme nous utilisons les JDK 15, vous serez obligé de télécharger les 8.0. Voilà. Ensuite, maintenant, je dois compiler mon projet. Je fais clic droit sur le nom de mon projet et puis je vais sur Clean and Build. Voilà. Ça a été effectué avec succès. Maintenant, je peux lancer l'exécution de l'application. Voilà. Cette fois-là, je n'ai pas d'erreur. Il a affiché, il a récupéré les informations qui sont dans la base de données. Donc ici, il m'affiche 3 enregistrements. Je vais le vérifier ici. Eh bien, j'ai aussi 3 enregistrements. Alors, si je modifie ici une information, par exemple celui-ci, j'ai dit que c'est -e. J'ajoute -e à la fin. Je fais -e. Voilà, et puis je vais sur modifier. Il a modifié ça ici. Je vais vérifier dans la base de données s'il a aussi modifié. Ici, j'exécute. Voilà, il a modifié aussi dans la base de données. Je vais saisir maintenant une information. Voilà, je vais ajouter un élément. Bon, je peux même supprimer. Hein. Je sélectionne celui-ci et je clique sur supprimer. Voilà, il a supprimé ici. Je vais vérifier dans la base de données s'il a aussi supprimé. Je vérifie. Voilà, ça a été supprimé. Je rentre ici. Et je peux ajouter une information. Je peux ajouter un autre étudiant. Par exemple, je l'appelle, c'est le numéro 5. Ce n'est pas Alain. Alain existe déjà. J'appelle celui-ci, bon, Boris Kateta. Voilà. Je laisse ça. Il habite les Golf Mali là. Voilà. Son numéro c'est le 097 83 17 560. Et je clique sur ajouter. Voilà. Il ajoute un étudiant qui s'appelle Boris Kateta. Et si je rentre dans la base de données, je peux actualiser et je sais voir qu'il y a un certain Boris Kateta qu'on a ajouté dans la base de données. Donc ça fonctionne parfaitement. Voilà, je vais le fermer. Alors là, on a travaillé avec MySQL. Alors, je vais aussi vous montrer comment nous pouvons faire si
on voulait travailler avec SQL Server. Alors, la logique est la même. Aucune instruction ne doit changer ici, à part les deux. Les deux. Donc, si vous voulez changer des SGBD, que ce soit Oracle, que ce soit PostgreSQL, que ce soit SQL Server ou MySQL, les instructions qui doivent changer, c'est les deux seulement. Donc, l'instruction, donc les drivers vont changer et la chaîne de connexion aussi doit changer. Ici, par exemple, pour SQL Server, les drivers, je vais le prendre à partir d'ici. Je vais là, je sélectionne SQL Server, je fais clic droit. Bon, il apparaît ici parce que je l'ai installé. Hein. Si vous ne l'avez pas installé, il ne va pas apparaître. Vous pouvez avoir seulement, par défaut, vous pouvez avoir MySQL et PostgreSQL. Voilà. Alors ici, si je vais avoir les pilotes, je fais clic droit. Si c'est pour PostgreSQL, vous faites clic droit sur PostgreSQL. Vous allez sur Katsumise et vous prenez son driver qui est là. Et vous le collez ici. Voilà. Mais moi, ce que je vais prendre, c'est celui-ci. Pour SQL Server. Alors, je copie ceci. Donc, c'est comme .mysql.sqlserver.jdbc.sql server driver. Ceci, je copie et je viens les mettre là-bas. Donc, je remplace ici. Je fais ça. Voilà. Et là aussi, je dois changer la chaîne de connexion. J'ai fait une copie ici. Je vais vous passer aussi ces fichiers ici. Là où vous pouvez avoir les différents exemples des chaînes de connexion, ainsi de suite. Je prends la chaîne de connexion des SQL Server. C'est difficile à retenir par tête, mais avec l'habitude, vous pouvez retenir. Voilà. Je le mets là-bas. Alors ici, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit JDBC. Donc les pilotes d'abord est là, comme .mysql.sqlserver.jdbc.sqlserverdriver. Et ensuite, sa chaîne de connexion commence par JDBC, .sqlserver, . Ici, vous mettez un autre serveur, comme ce qu'on a fait sur MySQL. Et là, vous précisez les ports. Bon, les ports par défaut d'SQL Server, c'est 1433. Pour MySQL, c'est 3306. Voilà. Donc, vous pouvez aussi préciser pour MySQL, vous faites deux ports, vous mettez les ports, mais ce n'est pas important. Comme c'est un port par défaut déjà, au moins si vous avez beaucoup d'instances du serveur sur votre machine. Sinon, par défaut, il va prendre les ports par défaut. Donc, vous n'êtes pas obligé de fournir ceci. Mais bon, je les laisse. Et puis, database name, qui signifie nom de la base de données, égale, je prends ceci, gestion étudiant. Et puis, user, point virgule, il y a des points virgule ici, point virgule, user, qui veut dire utilisateur, égale, je vais utiliser l'utilisateur ça. Ça représente l'utilisateur root sur MySQL. Sur MySQL, on utilise root. Root comme ça, root. Mais sur SQL Server, les mots qu'on utilise, c'est ça. Ça veut dire système administrator. Donc, c'est l'utilisateur qu'on utilise comme utilisateur par défaut. Mais vous avez le choix de changer ces noms d'utilisateurs-là selon votre configuration du système de gestion des bases de données. Vous pouvez sélectionner un utilisateur que vous utilisez pour les applications. Mais moi, j'utilise ça pour l'exemple. Les passwords, qui veut dire mot de passe, égale, j'ai fourni mon mot de passe qui est là. Ça, c'est mon mot de passe sur mon serveur. Alors, je vais me rassurer que la base de données est créée sur mon serveur SQL Server. Voilà, j'ai ma base de données qui est ici. Et là, les scripts sont les mêmes. Hein. C'est les mêmes scripts que vous allez exécuter. Les mêmes scripts, donc les mêmes codes de création de la base de données sur MySQL sera le même que vous allez utiliser aussi sur SQL Server. Le plus important, c'est de connaître les langages SQL. Voilà. Alors, mon script ici m'a créé la base de données qui est là. Et la table étudiant. Et là, dedans, si je fais clic droit, là, je sais voir, il y a l'ID, les noms, les genres, la date de naissance, l'adresse, ainsi que les téléphones. Voilà. Donc, la base de données est créée. Je vérifie la structure si elle correspond à ce que j'ai. Voilà, ça correspond. C'est les mêmes données. Je rentre sur MySQL. Je vais maintenant exécuter parce que rien ne sera changé ici. À part les deux instructions là, rien ne va changer. On aura les mêmes instructions. C'est l'avantage des JDBC. C'est qu'il prend en charge presque tous les systèmes de gestion des bases de données. Alors, je réexécute. Voilà, je devais toujours avoir ces problèmes ici. Alors ici aussi, il me dit qu'il ne retrouve pas comme .mysql.drive.sqlserver.jdbc.sqldriver. Pourquoi? Parce que nous ne l'avons pas encore inclus dans notre
projet. Pour MySQL, on est rentré sur le projet ici et on a ajouté les deux références, les deux librairies, donc les deux. Et nous devons aussi ajouter, aussi les jars pour SQL Server dans notre librairie afin qu'ils puissent nous permettre de télécharger ou de charger notre class name. Alors je vais faire un clic droit maintenant sur le projet parce que ici, alors nous avons eu une erreur parce qu'il n'arrive pas à charger celui-ci. Il ne le charge pas parce que nous ne l'avons pas encore ajouté parmi nos librairies. Donc nous devons faire un clic droit ici et aller chercher notre jar. Je vais là. Je l'ai mis dans le dossier SQL Server, toujours dans Database Driver. Voilà. Et puis je vais sur... Voilà. Je prends maintenant celui-là. Alors ici, j'ai téléchargé pour vous plusieurs jars. J'ai un jar pour les JDK 8. J'ai celui du JDK 11 et celui du JDK 15. Donc ça dépend du JDK que vous utilisez. Encore une fois, ça dépend du JDK que vous utilisez. La compatibilité dépend aussi de la version. Alors ici, j'ai la version 9.2.0 qui est compatible avec la version 15 du JDK que j'ai. Je sélectionne et je vais sur Open. Voilà, il l'ajoute ici. OK? Il l'ajoute ici. Donc maintenant, là, mon application peut charger les pilotes MySQL et aussi les pilotes SQL Server. Maintenant, là, si je lance l'application, ça devrait fonctionner. Voilà, ça fonctionne. Il affiche l'enregistrement qui est dans ma base de données. Cet enregistrement. Je peux ajouter des informations maintenant. Je saisis, je dis le numéro D. Son nom c'est Boris Kateta. J'aime bien. 12 02 2000. Adresse. Bon, je prends Katouba. Une commune que j'aime bien. Katouba D. Voilà. Et puis le numéro de téléphone, c'est le même numéro. Il ne change pas de numéro. 783 17 560. Voilà. Et j'ajoute. Eh bien, il vient ici, il ajoute. Je vérifie dans les GBD SQL Server. Je fais Select from étudiant. Si j'exécute la requête, voilà, il est apparu. Donc, je peux même faire une suppression. Je peux faire une suppression. Je sélectionne et je fais supprimer. Voilà. Et ça fonctionne. C'est où? Voilà. J'actualise et il a supprimé. Voilà. Alors là, nous avons réussi à faire un CRUD avec JDBC qui se connecte à MySQL et à SQL Server. Dans la prochaine vidéo, nous allons vous faire aussi une vidéo sur comment faire tout ceci avec .NET, précisément C#. Nous allons le faire avec C#, comment nous allons accéder à la base de données, comment nous allons supprimer des informations, nous allons consulter avec .NET en utilisant le langage C#. Merci, bonne journée, bonne soirée. Merci, bye. Merci beaucoup, bye.